Eh ben, l'invité, voilà, c'est le sénateur honoraire, sénateur de Paris, Yves Pozzo di Borgo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Non, c'est toujours un plaisir. Nous allons commenter un petit peu, je ne sais pas si vous voulez aussi, en propos introductif, le sujet, c'est qu'à force de tendre les relations, d'avoir mis cette herse, d'y avoir participé, c'est les Américains, mais il y a aussi tous les Européens, de s'être coupés des terres russes. Est-ce que, irrémédiablement, la Russie ne va pas définitivement se tourner vers l'Orient, vers la Chine, vers l'OCS, vers les BRICS, qui serait un basculement du monde? Non, il y a un chiffre qui m'a surpris récemment. Il y a eu une enquête, j'ai vu ça, une enquête qui est parue en Russie. Quel était le pays le plus rejeté? C'était la France. Alors que quand j'y allais, moi, en tant que sénateur, hein, j'allais pas de mon propre chef, j'allais comme sénateur. Je fais beaucoup de rapports Union européenne-Russie. Il y avait une fascination pour la France. Et je me souviens même, mon premier contact avec la Russie, c'était à propos de la loi sur les visas russes. J'avais fait à Paris une réunion, c'était le rapporteur, j'avais fait une réunion à l'époque avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. C'était en 2006, je crois, 2005. Et j'avais demandé au ministère des Affaires étrangères, je dis, mais je connaissais mal la Russie. Moi, il faut dire que j'étais aussi, vous savez, quelqu'un qui avait connu la Russie. C'était l'Union soviétique, le communisme avec le couteau entre les dents. J'avais vraiment une image très caricaturale de la Russie. Je ne connaissais pas, hein, vraiment. Et là, je demande au ministère des Affaires étrangères, je dis, mais combien donnez-vous de visas aux Russes? Et là, je vois le fonctionnaire qui représentait le ministère me dit, vous savez, M. Pozzo, c'est le pays auquel on donne le plus de visas. On en donne 400 000 par an. Je suis resté assis, je ne m'attendais pas à ça. Et je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent immigrer, ils fuient la Russie, ils veulent immigrer en Europe, et surtout en France, c'était pour la France. 400 000 visas que pour la France. Parce que l'affaire des visas est une affaire européenne, c'est pas une affaire nationale. Et alors il me dit, mais non, au contraire, ils viennent et puis ils veulent connaître, ils ont été tellement sevrés d'Europe, tellement sevrés de la France, ils veulent pour connaître, ils aiment ce pays. Alors je me tourne vers le ministre de l'Intérieur, enfin le représentant du ministère de l'Intérieur, je lui dis, mais est-ce que vous avez des problèmes de sécurité? Est-ce que vous avez des problèmes d'immigration? Il me dit non, pas vraiment, les gens viennent, on a quelques problèmes de sécurité, normal, hein, c'était à l'époque où il y avait quand même en Russie pas mal de mafia, mais il me dit c'est pas déstabilisant. Et il dit non, les gens viennent veulent connaître la France. Et ça, je vous assure, et c'est là que j'ai commencé à dire, oui, moi qui ne connaissais pas ce pays, j'ai commencé à suivre ce pays pour le Sénat, je suis allé plusieurs fois, et j'ai vu à quel point les Russes étaient fascinés, aimaient la France, vraiment, c'était leur pays qu'ils adoraient, beaucoup plus que d'autres pays. Alors il y avait l'Italie aussi, mais non, c'était la France. Et c'est vrai que quand j'ai vu, je crois que c'était il y a 3-4 jours, j'ai vu ça, je ne sais plus dans quelle revue, que le sondage fait en Russie, le pays le plus rejeté, c'était la France. J'étais un peu triste parce que je considère, moi, que la Russie, c'est un grand pays européen, que l'Europe n'existe que par la Russie. Là, vous savez que nous, l'Union européenne, on n'est qu'une petite partie de l'Europe. Hein. L'Europe, c'est pas uniquement l'Union européenne. L'Europe, c'est toute l'Union européenne et tout l'Est. Enfin, il y a d'autres pays qui sont là. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est... Alors, il y a eu beaucoup de ça, je crois, de la part des dirigeants européens et des dirigeants français, hein, notamment le président Macron, qui à un moment d'ailleurs était très positif avec la Russie. Hein. Il ne faut pas oublier que le président Macron a fait quand même des choses qui étaient très positives pour la Russie, notamment il a le premier, hein, quand il a été élu, je me souviens, c'était avec Jean-Pierre Raffarin, nous étions à l'époque à Moscou, nous avions rencontré le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat russe, s'appelle le Conseil de la Fédération. Et Raffarin avait dit, mais il serait pas mal que le président Poutine vienne à l'inauguration à Versailles de l'exposition sur Pierre le Grand. Oui. Et Macron n'était pas encore élu, mais c'est Jean-Pierre Raffarin qui a arrangé ça, d'ailleurs avec l'ambassade russe en France. Et c'est vrai que le président Macron a reçu le président Poutine de façon exceptionnelle à Versailles. La conférence de presse finale s'est pas très bien passée. La conférence de presse finale. Oui, parce qu'il y a eu toute une affaire sur l'affaire des RT. C'était un peu il y avait un senti qu'il y avait un peu d'aigreur de la part de Macron, mais il y avait quelque chose. C'était un signe quand même fort. Et par la suite, d'ailleurs, plusieurs fois, le président Macron a tenté au président
Poutine a tenté d'améliorer les relations avec la Russie, et notamment, enfin on peut en reparler, on en reparlera quand on arrivera sur les accords de Minsk, c'est quand même lui qui a fait, et là je lui reconnais, la réunion en décembre 2019 avec le président Poutine, Madame Merkel, et puis le président Zelensky sur les accords de Minsk. On reviendra dessus parce que c'est un élément très important. C'est pour ça que, et là par contre, ce que je constate, c'est que depuis cette guerre qui a été jamais déclarée, d'ailleurs, je ne comprends pas d'ailleurs cette guerre, parce qu'on n'a pas d'accord de défense avec l'Ukraine, on s'est impliqué dans une guerre qui n'est pas une guerre, on n'a jamais fait appliquer l'article 35 qui déclare la guerre, et en fait on est en guerre, tous les jours on a des actes de guerre. Et c'est depuis cette période où il y a cette tension en Ukraine, que là on a vu une russophobie qui s'est développée en France de façon extraordinaire, qui a été portée aussi par le président Macron et puis tout son entourage, pour le Quai d'Orsay, tous les ministères, et c'est là où on ne comprend pas. Enfin voilà, sérieusement je ne comprends pas, parce que si vous voulez, la géographie fait que la Russie est un pays européen, et que de toute façon, quelle que soit l'histoire, elle a vécu dans l'Europe depuis toujours, et quelle que soit l'histoire de l'avenir, la Russie fera partie intégrale de la vie européenne. Mais son allié aujourd'hui numéro 1, il n'est pas à l'ouest, il est à l'est. C'est ce retournement vers la Chine dont on va parler aussi dans cette émission. Peut-être débuter, Lara, par le premier extrait. Est-ce que je peux réagir déjà à ce que... Alors, voilà, vous réagissez, et puis après on lancera le premier extrait sur les relations entre la Chine et la Russie, enfin entre la Russie et la Chine. Alors, je peux vous rassurer, nous avons fait cette expérience de nous balader le jour des commémorations du 9 mai avec un badge où c'était écrit en grand « France ». Et on était très, très identifiables. Oui, et on a été accueillis avec beaucoup de chaleur. Donc c'est un sondage, à mon avis, en périphérie de quelque chose, où peut-être la question était posée par rapport au gouvernement, parce que le peuple français, la France, est toujours très très chaleureusement accueillie par les Russes. Voilà. Ça, je peux vous dire, à titre personnel, c'était presque une expérience sociologique que j'ai voulu tenter, et on a été... On a l'impression que ceux qui parlent français, ceux qui connaissent le mieux la France, sont les plus déçus, et que ceux qui finalement ont cette image toujours éternelle de la France... Je vois pour la première fois un Français vivant. Il y a eu même ça. Pour ce qui est RT, c'était dès cette époque-là, en fait, il a montré une forme du en même temps. Qui n'est pas du tout possible en diplomatie. Moi, j'ai vécu cette expérience assez douloureusement parce qu'à la même époque, je recevais des députés qui jouaient aux échecs contre les parlementaires français, et j'ai vécu ça vraiment avec... j'ai dit, mais comment on ne voit pas que cet homme-là joue du en même temps. Et pour finir... Le Minsk, ce qui est hallucinant, c'est que, vu la façon dont Macron aujourd'hui accuse Poutine, on dirait qu'il ne les connaît pas, les accords de Minsk. En fait, il ne peut pas accuser la Russie de ne pas les avoir respectés, parce que dans ce cas-là, la France aussi n'a pas respecté. Les accords de Minsk, c'était des garants, en fait. La Russie, la France et l'Allemagne étaient des garants autour, non? Vous n'êtes pas d'accord? Si, on peut en dire un petit mot là-dessus. Oui, je vous en prie. Parce que j'étais même, moi, j'étais amené tout à fait par hasard... par le président François Hollande, c'était le 6 décembre 2014 à Moscou, où il a négocié avec Poutine les accords de Minsk. Ils avaient commencé en juin, vous savez, quand il y a eu la réunion de tous les chefs d'État pour fêter les 60 ans, 70 ans de la fin de la guerre. Et là, je raconte un peu l'histoire parce qu'elle est drôle. En fait, j'étais président du groupe d'amitié avec l'Asie centrale, et le président Hollande donc va au Kazakhstan. C'est là, vous savez, où on l'a retrouvé en photo. Oui, mais c'est d'ailleurs, je trouvais que c'est très méchant pour le Kazakhstan de se moquer de ça, parce que c'était un très beau cadeau. J'avais fait le Kazakhstan au président Hollande, qui lui d'ailleurs l'avait pris, et je me souviens, donc on était à Astana le soir, et le lendemain, on est parti à Almaty, on devait tous repartir le lendemain, il y avait 2 avions présidentiels, et on devait tous repartir le lendemain. Enfin, moi, j'étais le président du groupe d'amitié avec l'Asie centrale, donc j'ai accompagné le président. C'est classique, quelle que soit la couleur politique, c'est des choses qui sont classiques. Et là, le lendemain matin, je me souviens, j'étais avec Jean-Vincent Placé, un de mes collègues sénateurs, et le président Hollande vient me voir, enfin, vient nous voir tous les deux, pas spécialement moi, et dit, voilà, bon, tout le monde rentre en France avec l'autre avion, et moi,
je vais à Moscou négocier la fin des accords de Minsk avec le président Poutine. Et puis, comme j'aurai besoin d'otages, je vous amène tous les deux, Jean-Vincent Placé et moi. C'est le côté sympathique du président Hollande. Oui, toujours. Il a beaucoup d'humour. Le président petite blague. Alors, on est allé avec lui donc à Moscou. On est allé à l'aéroport privé de Moscou. Donc, l'avion s'est garé. Le président Hollande est descendu négocier avec ses collaborateurs. Nous, on est restés dans l'avion. Moi, je n'ai pas participé à la négociation. Et ça a duré 4-5 heures. Et puis au bout de 4-5 heures, on a vu le président Poutine qui ramenait à l'avion le président Hollande. Et puis il y avait dans la gestuelle une sorte de sympathie. Et quand Hollande est arrivé, parce que nous étions, vous savez, dans l'avion présidentiel... Une sympathie réciproque ? Oui, je pense. Sérieusement, je pense. Il y avait vraiment quelque chose d'assez positif. Et quand le président Hollande, vous savez, dans l'avion présidentiel actuel, vous avez l'appartement du président et puis vous avez les sièges d'honneur devant, donc les parlementaires, on était au premier siège. Et puis Jean-Vincent Placé connaissait très bien Hollande. Et quand Hollande est arrivé, Jean-Vincent me dit, écoute Yves, toi tu connais bien la Russie, pose des questions au président s'il veut répondre. Et j'ai vu le président Hollande, j'ai posé des questions. D'ailleurs, bon, il y en a certaines que évidemment, je ne dirai pas ce qui s'est dit, il y a des choses un peu confidentielles. Je me souviens très bien qu'il était très content de ces négociations. Il avait dit que ça avait été dur, ça n'avait pas été facile, ça je me souviens très bien. Et il a parlé, bon, on a parlé là. Et puis à la fin, je me souviens encore, il a dit, ces deux mots que je peux dire, il a dit, bon, en même temps, il faut que j'aille appeler Merkel et Obama. Merkel, parce qu'il avait, n'oubliez pas que c'était en décembre 2014 et qu'en février 2015, il y avait le Conseil européen qui devait traiter ce dossier des accords de Minsk. Et il faut bien savoir, alors, donc, il y avait déjà la pression des Américains qui voulaient un peu déstabiliser, par le biais des Anglais, des Pays-Bas, des Polonais, qui voulaient déstabiliser ces accords. Et je continue mon histoire. Vers la mi-février, il y a eu ce Conseil européen qui a traité les accords de Minsk. Et je me souviens à l'époque, comme avec mon collègue socialiste, nous suivions la Russie, le cabinet du président Hollande, le responsable, je ne me souviens plus le nom, qui gérait tout ça, nous a fait venir et nous a raconté en détail la façon dont s'était passé ce Conseil européen. Et là, il nous a vraiment raconté, ça a duré assez longtemps, la façon dont Merkel et Hollande s'étaient battus contre la pression américaine indirecte par le biais des Anglais, des Polonais, des Pays-Bas, qui voulaient casser les accords de Minsk. Et là, il a d'ailleurs lâché à l'époque, il ne voulait pas le faire, vous savez, l'affaire des frégates. C'est là qu'il a lâché l'affaire des frégates pour pouvoir avoir le soutien à l'unanimité des 28 pays. Il faut bien savoir que les 28 pays, en février 2015, les Anglais aussi, ont validé les accords de Minsk. C'est-à-dire que la responsabilité de l'Europe sur ces accords de Minsk est fondamentale. Et que l'Europe, moi je considère aussi, est responsable de ne pas avoir pu les faire appliquer. Et je continue l'histoire parce que je ne veux pas porter tort également à la France, parce que alors vous savez qu'il y avait déjà des tensions en Ukraine, vous savez déjà qu'à l'époque, Porochenko, le président, faisait déjà bombarder les pays du Donbass et autres. Oui. Et là, arrive Zelensky qui se présente contre Porochenko, et Zelensky gagne avec 70-75% des voix. En disant que je vais pouvoir parler. Sur un thème très important, en disant « Moi, je veux la paix et je veux faire appliquer les accords de Minsk ». Tous les 40% d'électeurs pro-russes ont voté pour lui, dont ceux du Donbass. Et le problème, c'est que le président Macron, et j'arrêterai là-dessus pour passer à autre chose, le président Macron convoque en décembre 2019 le président Poutine, qui était un des parrains des accords de Minsk, la chancelière Merkel lui-même, et Zelensky. Et il dit à Poutine, est-ce que vous appliquez les accords de Minsk? Il dit, mais bien sûr, les séparatistes vont les appliquer. Et il dit à Zelensky tourne autour du pot, et quand il est parti, il a dit, je veux reprendre la Crimée et je prépare la guerre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Trump dit que la guerre est la responsabilité de Zelensky, ce que nous ne raconte jamais en France. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très nuancé sur la façon dont le président Macron, à l'époque, je trouve, avait fait son travail. On me dit même que lorsqu'il y a eu la réunion, mais ça, je n'ai pas de preuve, c'est un de ses amis qui était là avec lui, me dit-il, que même à ce moment-là, lorsqu'il y a eu la grande rencontre, vous savez, de 6 heures sur la grande table entre Macron et Poutine, cet ami qui connaît très bien Macron me dit que Macron a rappelé à Poutine que ce serait bien si on appliquait les accords de Minsk, et Poutine lui aurait dit mais oui, on est tout à fait d'accord, mais il faut que ce soit, c'est pas toi le chef, c'est Biden. Si Biden est d'accord, on les applique. Voilà, il faut appliquer. Voilà, je raconte cette histoire parce que il faut bien comprendre que la responsabilité de l'Europe est forte dans ces affaires de non-application des accords de Minsk et de cette guerre d'Ukraine. Et ce qui explique justement pourquoi... Ce que je ne veux pas dire, je ne veux pas non plus excuser l'affaire que les Russes ont arrivé là-dessus. Mais je veux remettre les pendules à l'heure.